Et d'abord, le journal de 8h sur Europe 1, Fanny Marceau. Bonjour Fanny. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Ça ressemble fort à un aveu d'impuissance à Saint-Ouen. 4 classes de maternelle poussées à déménager à cause des dealers. Des sachets de drogue au milieu de la cour de récré. Des ventes réalisées à quelques pas de la grille de l'école. Faute de pouvoir y mettre fin, la mairie propose de transférer cette annexe de l'école dans le bâtiment principal. Mais quand les parents votent en ce moment? Bonjour Cyril de la Morinerie. Bonjour à tous. Vous êtes en direct de Saint-Ouen, devant cette école où les parents d'élèves ont commencé à voter. 2 options s'offrent à eux, déplacer les classes juste après les vacances de Pâques ou attendre septembre, Cyril. Oui, et il y a 30 minutes maintenant, le personnel administratif de cet établissement a ouvert les portes de l'annexe de l'école Émile Zola dans la cité Arago. Début de la votation et c'est bien l'avenir de cet établissement qui se joue. Les parents arrivent avec leurs enfants et s'engouffrent à l'intérieur de l'école pour se diriger vers les urnes. Il y a Robert notamment que je viens de croiser, parent d'un enfant scolarisé, et il a fait son choix. J'ai voté pour la solution transitoire qui va déplacer les élèves du 15, les répartir au 7 et puis à la crèche Montmousseau, puisque pour moi les conditions ne sont pas réunies pour les enseignants, pour les enfants, favoriser un climat serein. Qu'est-ce qui se passe là-bas ? Ce qui se passe là-bas, vous le savez, il y a un trafic de drogue régulier, assidu, qui perturbe les sorties de classe. Il y a des parents qui sont systématiquement fouillés, interrogés, comme si ils ne pouvaient pas aller chercher leurs enfants. C'est très compliqué. Voilà, au pied de la tour HLM, impasse Elisabeth, c'est très calme. Pour le moment, les dealers ne sont pas encore sortis. Il y a des rondes de police, mais l'ambiance reste pesante. La votation se termine en fin d'après-midi. Merci Cyril de la Morinerie en direct de Saint-Ouen pour Europe 1. Un coup dur pour l'économie mondiale. La Commission européenne se dit ce matin prête à réagir après l'annonce des nouveaux droits de douane américains. Du Japon à l'Union européenne, en passant par la Chine, les réactions sont unanimes. Ces nouvelles taxes dévoilées hier soir par Donald Trump sont jugées regrettables et totalement déraisonnable. On va tenter de comprendre avec vous, Baptiste Morin, chef du service économie d'Europe 1. Bonjour. Bonjour Fanny, bonjour à tous. Baptiste, tout le monde en a pris pour son grade hier soir. 10% de taxes minimum et des surtaxes pour certains partenaires commerciaux des États-Unis. Oui, 34% de surtaxes par exemple pour les produits chinois, 24% pour les produits japonais, 20% pour nos produits européens. La raison, ils arnaquent les États-Unis, a asséné Donald Trump. Notre pays se fait arnaquer depuis plus de 50 ans. Mais ça n'arrivera plus. Ça n'arrivera plus. Alors, pour déterminer ces niveaux de taxes, l'administration Trump dit avoir agrégé les taxes douanières appliquées par les partenaires concernés, mais aussi, pour l'Europe par exemple, le coût estimé des normes sanitaires ou environnementales. Le calcul aboutit à des taxes qui seraient de 39% que Bruxelles appliquerait sur les produits américains. Chiffre pour le moins surprenant, inutile d'y chercher une explication économique rationnelle. Donald Trump fait avant tout de la politique. Oui, l'inquiétude est grande ce matin. Branle-bas de combat à l'Élysée notamment. Baptiste, Emmanuel Macron va réunir à 16h l'ensemble des filières économiques françaises impactées par ces nouveaux droits de douane. Oui, autour de la table, les représentants du secteur aéronautique, de la pharmacie, les vins et spiritueux dont on parle souvent, le luxe, la cosmétique. Alors que faut-il faire ? Vous observerez qu'un mot est sur toutes les lèvres ce matin, négocier. Il n'est pas trop tard pour négocier. Voilà ce que dit la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen. Sauf que le gouvernement vient d'annoncer que l'Europe allait taxer les services numériques. Pas sûr que ça plaise à Donald Trump. Et les marchés, ce matin, réagissent. Les bourses asiatiques ouvrent toutes en nette baisse et les bourses européennes devraient logiquement suivre à 9h. Merci beaucoup, Baptiste Morin. Vous écoutez Europe 1 matin, il est 8h05. Un procès en appel avant l'été 2026 pour Marine Le Pen, c'est ce que promet la Cour d'appel de Paris. Mais comment a-t-elle pu bousculer son calendrier aussi vite ? Eh bien, c'est le fruit d'une anticipation des magistrats dont la réflexion n'a pas débuté lundi, selon Marie-Suzanne Lequéo, la procureure générale près la Cour d'appel de Paris, ce matin dans Le Parisien aujourd'hui en France. Elle précise qu'il n'était pas question que Marine Le Pen soit rejugée pendant la campagne présidentielle, afin que les magistrats puissent siéger en toute sérénité. Et c'est justement avec l'espoir de participer à cette présidentielle en 2027 que les troupes de Marine Le Pen préparent leur riposte. Oui, après sa condamnation à 4 ans de prison et 5 ans d'inéligibilité avec application immédiate, de nombreuses actions sont prévues dès ce week-end pour soutenir la chef de file des députés RN, Alexandre Chauveau.
Le parti a les yeux rivés sur dimanche et l'organisation du meeting en plein air à Paris. Y prendront la parole, entre autres, Louis Alliot, Éric Ciotti, Jordan Bardella et donc Marine Le Pen, pour ce que le RN espère être une grande mobilisation populaire. Plusieurs milliers de personnes sont attendues. Jordan Bardella se défend de tout coup de force, alors que Xavier Bertrand soupçonne le parti de vouloir rejouer l'épisode de la prise du Capitole aux États-Unis. Ce sera au contraire une défense claire et profonde de l'état de droit et de la démocratie, clarifie le président du RN. Le parti entend d'ailleurs maintenir la mobilisation après dimanche, au moment où la colère de ses militants pourrait s'atténuer, une semaine après le délibéré du procès. En parallèle, Marine Le Pen organise la riposte sur le plan judiciaire, saisie du Conseil constitutionnel, de la Cour européenne des droits de l'homme et mise en scène dans les médias de sa combativité. Ses soutiens martèlent quant à eux, depuis qu'elle a fait appel, son innocence présumée. Alexandre Chauveau du service politique d'Europe 1. Le ministre des Affaires étrangères, Jean-Noël Barrot, sera à Alger dimanche. Objectif, apaiser les tensions diplomatiques. Avec exigence et sans aucune faiblesse. Voilà ce qu'il a déclaré hier à l'Assemblée nationale. Au menu des discussions, notamment la question de l'avenir de Boualem Sansal, condamné à 5 ans de prison ferme par la justice algérienne. Arthur Delaborde, comment la reprise du dialogue entre Paris et Alger est-elle perçue par les proches de l'écrivain franco-algérien ? La visite du chef de la diplomatie française à Alger est positive selon Arnaud Benedetti, mais le fondateur du comité de soutien à Boualem Sansal se montre prudent. Il vaut mieux que les gens se parlent plutôt qu'ils ne s'ignorent. Après, nous restons extrêmement réservés. Boualem Sansal, pour l'instant, est incarcéré. Donc pour nous, la situation reste encore très compliquée. Même prudence de la part de Xavier Driancourt, ancien ambassadeur en Algérie et ami de l'écrivain. Il considère que la visite de Jean-Noël Barrot ne fera pas évoluer la situation à très court terme. C'est une reprise de contact officielle, formelle, qui est utile, mais je ne pense pas que M. Barrot va revenir avec dans son avion Boualem Sansal. Et je pense que les Algériens sont quand même de très forts négociateurs et que nous, à côté, nous sommes des petits bras, si je puis dire. Donc c'est bien de reprendre contact, mais il faut bien connaître, bien préparer son dossier. Les proches de Boualem Sansal restent donc mobilisés dans l'attente d'une grâce que le président Tebboune pourrait accorder à l'écrivain. Arthur Delaborde. Et puis la culture, une exposition inspirante en ce moment au musée du Luxembourg à Paris. Tous légers, rien d'aérien. On parle ici du français Fernand Léger, pionnier de l'art moderne qui a influencé toute une génération d'artistes internationaux. Sébastien Bordenave. Il a fréquenté Cézanne, Picasso et Chagall, mais disparaissant à Gif-sur-Yvette en 1955, Fernand Léger ne rencontrera pas la nouvelle génération qu'on appellera plus tard les nouveaux réalistes. Comme le collectionneur Armand, Fernand explore le potentiel artistique de l'objet, le maltraite comme plus tard César. Comme Klein, il donne son autonomie à la couleur. L'exposition Tous légers observe ses influences qui sautent particulièrement aux yeux avec certains. Anne Dopfer, la commissaire générale. Nikit Saint-Phal d'abord, par cette volonté de construire des structures dans l'espace public, joyeuses, habitables et tout à fait comparables à Fernand Léger. Mais dans cette exposition, on a aussi fait des découvertes concernant Keith Haring, dont on a découvert qu'il se réclamait ouvertement de Léger en disant « Je n'aurais jamais fait ce que j'ai fait sans le cerne noir de Léger et ses personnages simplifiés ». Clou de l'expo, un Miles Davis, trompette à la main de 2,70 m de haut, signé Niki de Saint-Phal. Fernand Léger disait « Le beau est partout, la preuve avec Tous légers ». Sébastien Bordenave, Tous légers, expo à découvrir au musée du Luxembourg à Paris jusqu'au 20 juillet. Merci Fanny Marceau, c'était votre journal. Allez à suivre dans un instant sur Europe 1, le maire de Béziers, Robert Ménard, est l'invité de la grande interview Europe 1 CNews. Il sera face à Sonia Mabrouk. Bon réveil à vous sur Europe 1.